Ça veut dire quoi, le blanc ou la blanchité, dans votre analyse politique? Le blanc, c'est un groupe social qui est effectivement le produit de l'histoire coloniale et d'abord de l'histoire de la traite négrière, puisqu'en fait la blanchité commence là, selon nous. Selon les décoloniaux, je veux dire, c'est une pensée politique qui existe déjà depuis longtemps. Alors effectivement, elle est nouvelle en France, mais elle existe depuis longtemps en Amérique latine, par exemple. Elle existe depuis longtemps aux États-Unis. C'est-à-dire que les luttes des Noirs ont fait émerger effectivement l'idée que s'il y a des Noirs, c'est qu'il y a des Blancs. Le Noir n'existe pas seul. Qui est le Noir? Parce que la question se pose de la même manière vis-à-vis des Noirs. Qui sont les Noirs? De quelle couleur sont les Noirs? Eh bien, les Noirs sont noirs parce qu'il y a des Blancs. Les Blancs sont blancs parce qu'il y a des Noirs. Ces deux catégories qui se font face sont des catégories raciales produites par l'histoire et qui sont, à mon sens, des catégories politiques. Évidemment, lorsqu'on parle de blanchité, lorsque je vous dis blanche et que je vous vois blanche, ou que je vous reconnais comme blanche, ou que vous-même vous vous reconnaissez comme blanche, il est évident que je ne parle pas de votre subjectivité, je ne parle pas de vos opinions politiques. Vous pouvez être blanche tout en étant parfaitement antiraciste, comme vous pouvez être blanche et être raciste. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que si vous êtes antiraciste, ça signifie que vous êtes une alliée potentielle. C'est ça que ça signifie. Donc je ne vous réduis pas à votre blanchité, à votre couleur de peau. Je dis simplement que c'est une position sociale, qu'elle est dépassable, et qu'on a intérêt à la dépasser ensemble dans la mesure où elle nous aliène, vous et moi. Nous sommes aliénés dans cette relation raciale qui effectivement, à mon avis, nous réduit, vous et nous. Alors, de cette catégorie sociale, la blanchité, il faut dire aussi qu'elle est aussi complexe que toutes les catégories que vous utilisez. Quand vous dites, par exemple, de vous-même, vous écrivez dans votre texte « Je suis blanche, rien ne peut m'absoudre. Je suis détentrice du feu nucléaire. Ma bombe menace le monde des métèques et protège mes intérêts », où l'on voit ce que ça veut dire être blanche, faire partie appartenir en partie à la condition dominante. Puis plus tard, vous dites « Je ne suis pas tout à fait blanche, je suis blanchie. Je suis là parce que j'ai été vomi par l'histoire, je suis là parce que les Blancs étaient chez moi et qu'ils y sont toujours. » Donc on voit que vous-même pouvez vous reconnaître en fait dans la condition blanche, et que donc en effet, ça n'est pas une affaire d'origine ethnique, d'origine même géographique, que c'est en fait une appartenance relative et toujours temporaire à une condition plus ou moins dominante ou une condition dominée. Et vous semblez être dans un endroit absolument difficile à fixer, puisque vous dites à la fois que vous parlez au nom du Sud, dont vous êtes, je suis du Sud, je l'ai, il me lâche pas, et en même temps, vous parlez aussi en tant que blanche ou blanchie. Alors, est-ce qu'on peut explorer un petit peu l'endroit où vous vous situez, vous, entre je suis une indigène, parce que vous dites ça aussi, je suis une indigène de la République, et pourtant je suis blanche et je suis blanchie. Comment se résout cette complexité de l'identité? Vous avez raison, parce que la blanchité est une relation de pouvoir. C'est pas si difficile à comprendre en réalité. Dans le cadre de l'État-nation, donc en France, dans mon rapport aux Blancs, je suis une indigène de la République. Parce qu'effectivement, il y a un rapport racial, je suis donc de la France d'en dessous, de la France d'en bas. Mais dans mon rapport au Sud, je suis blanchie, parce que je bénéficie relativement de tous les bénéfices de la domination impérialiste. Je vis en France, j'ai des droits politiques, j'ai le droit d'aller voter, j'ai le droit de me syndiquer, j'ai un salaire. Si je n'ai pas de salaire, je peux avoir le RSA. Bref, tous ces privilèges, c'est les privilèges de la domination occidentale à l'intérieur de l'État-nation. Donc effectivement, je suis blanche et je dois prendre ma part de responsabilité dans la blanchité et donc ma part de responsabilité dans le crime, puisque je considère qu'effectivement, les rapports coloniaux entre la France et la France-Afrique sont criminels. Donc effectivement, nous sommes des criminels, pas au même niveau dans la hiérarchie raciale, mais nous sommes tous ensemble des criminels. Voilà. Et je pense que quand on a conscience de ça, on se dit qu'on doit prendre nos responsabilités. Alors, prendre nos responsabilités, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que je dois me lever le matin et m'auto-flageller? Non. D'abord parce que ça ne sert à rien et que ce n'est pas comme ça qu'on va libérer le Sud. En revanche, je pense que cette conscience, elle doit se politiser à travers des regroupements politiques pour créer des rapports de force décoloniaux en France, pour à la fois batailler contre le racisme structurel de l'État français, puisque le racisme structurel, c'est quand même, d'abord, j'ai envie de dire, les crimes policiers. Oui, c'est ça. C'est les contrôles aux faciès,
c'est le fait que... Qui, ceux-là, sont légaux, enfin, comment dire, parce que si on parle de l'État, on parle d'un racisme qui serait institutionnel, c'est-à-dire légal. Donc, dans les violences policières, est-ce que là, vous considérez que la violence policière, évidemment, prioritairement adressée aux jeunes racisés, elle relève d'une violence assumée par l'État? C'est ici la puissance républicaine qui exprime son racisme, ou c'est le fait d'individus, des flics blancs, racistes? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose de considérer que c'est un racisme d'État qui est inscrit vraiment Je pense que dans c'est les la puissance de institutions. l'État qui est impunie, en réalité. Il n'y a, évidemment, il n'y a pas une légalité dans les crimes policiers. Personne ne dit on a le droit de tuer des gens. Personne ne dit alors ça. en même temps, avec la loi Urvoas, si j'ai bien compris, on s'achemine vers une légalisation des crimes policiers. Hein. Et c'est très grave. Loi Urvoas qui permettra aux flics de ne pas être poursuivis, si j'ai bien compris, hein, s'ils commettaient un crime dans le cadre de son activité policière, il ne serait pas poursuivi par la justice. Absolument, et c'est très très grave. Je dis que jusqu'ici, ça n'est pas le cas, donc il n'y a rien de légal là-dedans. Mais depuis les années 80, il y a eu environ 400 crimes policiers. Quasiment, la plupart sont restés impunis. Donc ça s'appelle un racisme d'État. Voilà. Et sur ces crimes policiers, ce sont des crimes racistes. Ce sont à chaque fois des victimes qui sont racisées. Ce sont des crimes racistes. Pour la plupart, à 90% des cas, ce sont des Noirs et des Arabes, des jeunes hommes la plupart du temps, bien qu'on ait un contre-exemple qui est celui de Ali Ziri, qui était un vieux retraité qui a été tué par la police. Récemment, il y a eu un non-lieu. Ce sont des jeunes hommes, donc effectivement, mais en revanche, nous, on refuse de réduire ça à la responsabilité individuelle des policiers, puisqu'on pense qu'ils sont protégés par la justice et par la corporation. D'accord. Donc ça devient un racisme d'État et ça non devient pas juste le fait d'individus. Ça devient un racisme d'État, et je dois dire que la France n'est pas la seule dans ce cas-là. Les États-Unis sont largement devant la France, parce qu'en fait, je dirais même que la France, les policiers français sont des petits joueurs à côté des flics américains. Alors je voudrais revenir sur...